Vous n'avez plus ça. Petit-fils de Gustave Sennelier, qui est le fondateur de l'enseigne. De la marque de la marque. Et de la maison Sennelier. Et de la maison Sennelier. Quand est-ce qu'il avait créé cette maison? En 1887, il reprend un magasin de beaux-arts qui était tenu par un peintre qui vendait des produits de beaux-arts, mais qui avait comme passion la peinture, qui s'appelait M. Pruvot, et qui, depuis les années 1860 environ, on n'est pas très sûr, exerçait le métier de revendeur de peinture pour subvenir à ses besoins personnels, mais sa passion réelle, c'était la peinture. Il n'a pas été très très bon gestionnaire apparemment, et en 87, il revend son affaire, qui est en mauvaise posture, et mon grand-père... Et c'est votre grand-père qui l'a racheté. Il l'a racheté. Et lui-même, votre grand-père, il avait une pratique, il avait une formation. Pourquoi s'intéresse-t-il à ça? Parce que d'abord, quand il est dessinateur, il a une formation de dessinateur, il travaille assez jeune, à partir de 16 ans comme dessinateur, et il est passionné par la couleur, par la peinture, parce qu'il travaille dans une maison qui fabrique et qui vend des produits de peinture bâtiment. Donc il est déjà en contact avec la peinture, et pour mieux comprendre les mécanismes de cette peinture, il va suivre des cours de chimie. Donc il va s'inscrire au CNAM, il va au CNAM tous les soirs après son travail, et pendant 3 ans, il apprend la chimie. Et puis, le hasard fait qu'un jour, il passe sur les quais et il voit cette boutique qui est en vente. Et donc, il va reprendre le bail de cette maison. Et bien sûr, quand il va s'installer dans cette boutique, il revend bien sûr les produits qui existent sur le marché à l'époque, qui sont essentiellement des produits fabriqués par des grandes maisons, beaucoup de maisons anglaises et des maisons françaises aussi. Mais il a vraiment comme idée, c'est je vais fabriquer mes propres couleurs. Donc, il va tout de suite partir à la recherche de pigments pour fabriquer des peintures, et il va, comment dirais-je, faire un petit voyage en Europe, faire un petit tour pour récolter, rencontrer des fabricants ou des gens qui extraient des pigments. Et donc, il va constituer, parce qu'il sait que le secret de faire de bonnes peintures, c'est déjà, le premier stade, c'est d'avoir des bons matériaux. Et donc, il va sélectionner les pigments et il va commencer à fabriquer dans le magasin. Et alors, donc, la maison prend très vite de l'essor. Comment ça se passe économiquement? Alors, vous savez, très vite, assez rapidement, je dirais. Il est d'abord une gamme de peinture à l'huile qu'il fabrique avec un mortier et une plaque de granit, et on broie les pigments, c'est-à-dire on mélange le pigment avec un liant, qui est de l'huile, dans le cadre de la peinture à l'huile, et on broie les couleurs. À l'époque, c'est assez simple. On reprend un système qui existe depuis le Moyen-Âge, même avant. On revoit sur les gravures des encyclopédistes, on revoit le broyeur de couleurs, il est très, très explicite. On retrouve le même chez mon grand-père. Donc, il prend un employé et il va broyer les couleurs sur une petite table comme ça qui se tient dans le magasin. Le magasin qui est 3 quai Voltaire. Voilà, absolument. Et qui est toujours 3 quai Voltaire. Et qui est toujours 3 quai Voltaire, qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé. Les meubles sont toujours les mêmes, le décor est toujours le même. Oui, vous m'avez montré la pièce où on broyait les... Absolument. Alors on broie les couleurs devant les artistes qui sont là, qui viennent, et qui interrogent, qui commentent. Et alors on fait quelques dizaines de tubes qu'on remplit avec un petit appareil dont nous avons parlé cet après-midi, un petit cylindre avec un piston d'un côté, puis une petite sortie de l'autre côté où on enfile le tube, on le remplit, et on les vend dans le magasin. Est-ce qu'on a connaissance des noms des artistes alors, parmi ceux que l'on connaît, hein, bien sûr. Alors, il y en a un, apparemment, dont j'ai entendu parler par les héritiers. Il y a Cézanne qui, à ce moment-là, lui a donné, je crois, quelques conseils. Mais enfin, on n'a pas d'écrit, parce que c'est des échanges qui se font d'une façon informelle comme ça, on vient acheter. Il y a eu aussi plus tard, il va y avoir un lien qui va être un peu plus fort avec Bonnard, enfin pour donner des noms. Donc avec Goethe après. Ah oui, enfin Goethe c'est beaucoup plus récent, ça va être la deuxième génération avec mon père, mais à ce moment-là, il y a des échanges qui se font, et donc il va élaborer une gamme avec des peintres inconnus et méconnus, et il va établir cette gamme. Dans cette fabrication des couleurs, le pastel, quelle place il lui a accordé? Alors, il lui a accordé une place à la fin du 19e, début 20e, et il va lancer une gamme de pastels tendres,
Donc il va élaborer une gamme dans les années 1898-1900. Alors la petite histoire, parce que je n'ai aucun élément très précis, mais enfin il est rapporté que Degas serait venu à ce moment-là dans les années 1900 lui demander de fabriquer quelques couleurs, ce qui est plausible. Je n'ai pas d'éléments précis, c'est pour ça que je mets quand même ça entre guillemets, parce que mon grand-père va constituer une gamme qui va suivre un ordre absolument illogique. Parce qu'il va commencer par des brins, parce qu'on pense que Degas lui a demandé des brins, bien que Degas se soit fourni chez un autre qui avait un fournisseur habituel, mais ce fournisseur était très sollicité, et on m'a rapporté que comme il n'avait pas les tons qu'il voulait chez lui à ce moment-là, il a demandé à mon grand-père. Voilà, il est allé demander des compléments. Et puis après, mon grand-père a suivi la demande des artistes. C'est-à-dire, il y avait des artistes venaient, lui disaient on voudrait un bleu. Alors il a fabriqué un bleu, après un orange, puis après il a fabriqué un autre bleu. Et puis comme ça, il a constitué d'une façon très empirique. Il a fabriqué, je dirais, cette gamme de 700 tons qui a commencé à 700. Alors à l'époque, il faut savoir que le pastel se décline dans plusieurs duretés. Oui. Parce qu'on n'a pas le crayon de couleur que l'on connaît avec le bois, que vous connaissez tous. On a le crayon, donc le pastel tendre. Et puis il y a, on appelle le pastel demi-dur, c'est-à-dire ce qui est maintenant remplacé par les craies d'art, ce qu'on appelle, vous connaissez, qui sont un peu plus durs, qui donnent un trait plus précis. Et puis après, il y avait le pastel dur, qui était alors là le pastel très proche du crayon de couleur traditionnel. Donc il y avait plusieurs consistances de pastel. Mais le pastel, à cette époque, a une grande demande. Vous avez parlé d'Odilon Redon, et on a retrouvé dans les boîtes d'Odilon Redon un certain nombre de pastels senneliers qu'il a utilisés parce qu'il a laissé sa palette le jour où il s'est éteint, et on a retrouvé dans ces matériaux des pastels de notre marque. Pour dresser comme ça un peu le parcours de la maison Sennelier, donc après Gustave, donc c'est Henri. Alors après Gustave, il a deux fils. Il y en a un des premiers fils qui rentre à travailler avec lui en 1915, qui est mon oncle, qui lui va s'occuper plus de développer un secteur, je dirais, de la fabrication de blocs et de toiles à peindre. Qu'est-ce que c'est la fabrication de blocs? C'est-à-dire on prend des papiers, on va les, je dirais, les assembler pour faire des feuillets et faire des albums à dessin. Donc la création d'albums à dessin, de cartons à dessin, de panneaux à peindre, il va faire des pochables, donc il va en vendre un certain nombre à un dénommé Gauguin, parce qu'on va retrouver des tableaux de Gauguin avec l'étiquette Sennelier, parce qu'il a une maladie, mon grand-père, et ça va nous suivre jusqu'à maintenant, c'est de marquer tous les produits qu'il fabrique. Et alors donc votre oncle développe donc la fabrication, il fabrique ses fabrications, et puis mon père, son deuxième fils, qui est ingénieur chimiste, lui va rentrer dans l'industrie, dans une usine de fabrication de pigments, qui est située au Mureau. Voilà, il y avait dans la banlieue parisienne, et pendant 5 ans, il va fabriquer des pigments, des chromes, un certain nombre de... Donc c'est atavique dans la famille. Absolument. Ah bah oui, vous savez, on est né dedans, on est nourri au pigment, et donc on a été vraiment bercé par la couleur. Et donc il va travailler dans l'industrie, et en 1929, au décès de son père, il rentre dans la société, et ils vont faire la société qui va devenir de Sennelier fils à Sennelier frère. Et donc mon père rentre en 29 dans cette société, va lui de son côté s'occuper plus de la couleur. Et il va donc reprendre les couleurs que mon grand-père avait déjà élaborées avec son fils, son premier fils. Et la gamme des couleurs est très vaste à l'époque, parce qu'il y a les huiles, bien sûr, qu'il a fabriquées, dont on a parlé, il a fait les aquarelles, il a fait les tempéras à l'œuf. À l'époque, il y a une grande communauté orthodoxe. Est-ce que ça, c'était des demandes des artistes, ou est-ce que c'est lui qui instillait? Alors, pour moi, c'est les artistes qui lui demandaient de développer la gamme. Et puis, il savait que s'il voulait rentrer, je dirais, par la grande porte dans le monde des fabricants ou des artisans sérieux, il fallait qu'il présente une gamme vaste de produits de beaux-arts qui étaient les gammes que tout le monde utilisait d'une façon... Un artiste passant, vous le savez aussi bien que moi, de la peinture à l'huile, au pastel, à l'aquarelle, à la gravure, bon, touchant à différentes techniques. Donc il savait que s'il voulait être crédible, il fallait qu'il fabrique. Et puis il a eu des demandes. Il a eu des demandes, je sais que... on pense que Cézanne l'a encouragé à faire des aquarelles. Parce que Cézanne a fait quelques aquarelles, ce qui n'était pas son activité principale, mais il a fait beaucoup d'études à l'aquarelle.
suis rentré quelques années après, j'ai travaillé pendant 5 ans surtout à la fabrication, il m'a demandé d'augmenter la gamme. Alors on a augmenté la gamme, et puis à un moment on a inscrit dans cette gamme des nouveaux pigments qui étaient utilisés sûrement en cosmétique pour ce qu'on appelle les pigments nacrés, qu'on utilisait maintenant pour faire les fards pour ces dames, et on a inclus dans la gamme des pastels les fameux pigments nacrés qui sont rentrés à ce moment-là. On a essayé avec les fabricants de pigments. Parce que les fabricants de pigments qui vendaient aux cosmétiques, qui sont des grands groupes, c'était Merck, enfin un grand groupe chimique américain ou allemand, et qui voulaient trouver des nouveaux débouchés. Et alors donc ils nous ont proposé, en travaillant avec eux, avec leur ingénieur, un des ingénieurs qui était chargé de cette gamme de pigments, de les inclure dans les pastels. Et on les a inclus dans les pastels à l'huile et aussi dans les pastels tendres. À l'époque, nous avons fabriqué un certain nombre de nuances qui étaient un peu problématiques parce que ça ne donnait pas un trait très agréable, c'était un peu dur, on n'arrivait pas à avoir un peu d'équilibre. Enfin, on en a fait un certain nombre de ces pastels qui ont utilisé des pastels nacrés qui sont de très bonne solidité lumière.